L'empire africain qui contrôlait la majeure partie de l'or mondial, pourquoi est-il si rarement mentionné? En mars 2019, alors que je consultais le catalogue de la Bibliothèque du Congrès à la recherche de sources primaires sur les routes commerciales médiévales européennes, je suis tombé sur une notice qui a attiré mon attention. Le document MSS 4-66, classé dans la section Commerce méditerranéen, contenait une lettre de marchand datée de juillet 1324, écrite par un négociant génois nommé Antonio Malfante. Dans cette lettre, il décrivait l'effondrement du prix de l'or au Caire, qui avait chuté de 40% en un seul mois. Il désignait un homme comme responsable, Mansa Moussa. L'effondrement est documenté dans les archives fiscales égyptiennes conservées aux Archives nationales d'Égypte. Durant l'exercice fiscal 1324-1325, la valeur de l'or par rapport à l'argent chuta d'un ratio de 1 pour 12 à 1 pour 6. Les archives montrent que le gouvernement égyptien tenta de retirer la monnaie de la circulation, mais ne parvint pas à enrayer les dégâts pendant 12 ans. Un seul individu avait introduit au Caire une quantité d'or suffisante pour déstabiliser l'économie de la Méditerranée orientale. D'où provenait cet or? Mansa Moussa régna sur l'empire du Mali de 1312 à 1337. Son territoire comprenait les gisements aurifères de Bambouk et de Bour, situés dans l'actuel Sénégal oriental et le sud-ouest du Mali. Des études géologiques menées par l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, en 1984, estimaient que ces gisements produisaient entre 9 et 14 tonnes d'or par an au XIVe siècle. À titre de comparaison, la production totale d'or en Europe en 1300 était d'environ 3 tonnes par an, selon les données analysées par l'historien de l'économie Peter Spuford dans son ouvrage de 2002 intitulé « Power and Profit, the Merchant in Medieval Europe ». En 1235, suite à la bataille de Quirina, le Mali contrôlait les 2 gisements aurifères. Sous les souverains successifs, l'empire s'étendit jusqu'à englober une superficie plus vaste que l'Europe occidentale. L'Atlas catalan, commandé par le roi Charles Quint et achevé en 1375, représente Mansa Moussa trônant au cœur de l'Afrique de l'Ouest, tenant une pépite d'or de la taille d'un œuf d'autruche. Le cartographe Abraham Cresques, un juif majorquin, travailla à partir de récits de marchands et de correspondances diplomatiques. À côté de l'illustration, Cresques écrivit en catalan « Ce seigneur nègre s'appelle Moussa Mali, seigneur des nègres de Guinée. L'or y est si abondant qu'il est le roi le plus riche et le plus noble de tout le pays. Pourquoi une carte européenne du XIVe siècle célèbre-t-elle un roi africain plus nettement qu'un monarque européen sur le même document? La réponse se trouve dans les archives commerciales. Entre 1300 et 1500, l'Afrique de l'Ouest fournissait entre les 2/3 et les 3/4 de l'or entrant en Europe et au Moyen-Orient, selon une étude publiée par l'historien Nehemia Leftion en 1973. Ce flux était contrôlé par le Mali. Les routes commerciales transsahariennes traversaient Tombouctou, Gao et Djenné, villes situées au Mali. Les marchands s'acquittaient de taxes à chaque passage. Les registres douaniers de Sigil Massa, plaque tournante du commerce marocain à la lisière nord du désert, indiquent des importations annuelles moyennes d'or de 4500 kg en provenance du Mali entre 1320 et 1360. L'or a financé l'essor économique de l'Europe. Les cités-États italiennes ont frappé de nouvelles monnaies avec l'or d'Afrique de l'Ouest. Florence a introduit le florin en 1252. Venise a frappé le ducat en 1284. Ces 2 monnaies sont devenues des monnaies de réserve internationale. La teneur en or de ces pièces correspondait à celle d'échantillons commerciaux provenant du Mali, selon une analyse métallurgique réalisée par le British Museum en 1991. La prospérité européenne des XIVe et XVe siècles reposait sur un métal qu'elle ne pouvait produire elle-même, contrôlé par un empire que la plupart des Européens ne connaissaient pas. Alors pourquoi cet empire a-t-il disparu des récits historiques classiques? J'ai trouvé une partie de la réponse dans les travaux d'un officier colonial français nommé Maurice Delafosse. Arrivé en Afrique de l'Ouest en 1894, il consacra 20 ans à la collecte de récits oraux et de manuscrits arabes à Tombouctou, Djenné et Bamako. Delafosse publia ses recherches en 1912 dans un ouvrage en 2 volumes intitulé « Au Sénégal, Niger ». Ces livres décrivent en détail la structure politique du Mali,
son système économique et ses relations diplomatiques avec le Maroc, l'Égypte et la péninsule arabique. Delafosse s'appuya notamment sur le Tarikh al-Fattash, chronique du XVIIe siècle écrite en arabe par Mahmoud Katti, un érudit de Tombouctou, et sur le Tarikh al-Soudan, achevé en 1655 par Abd al-Rahman al-Sadi, un autre historien de Tombouctou. Ces deux manuscrits contenaient des documents datés relatifs au souverain du Mali, à son expansion territoriale et à sa production d'or. Les institutions universitaires françaises ont ignoré les travaux de Delafosse. La Sorbonne n'a pas intégré ses recherches à son programme d'histoire médiévale. À la mort de Delafosse en 1926, son poste à l'École des langues orientales a été supprimé au lieu d'être pourvu. Ses ouvrages sont devenus introuvables. J'ai trouvé une explication dans une lettre conservée aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Écrite en novembre 1913 par un fonctionnaire du ministère des colonies nommé Albert Duchesne et adressée au directeur de l'école coloniale, cette lettre affirme que l'accent mis par Delafosse sur la civilisation africaine précoloniale ne sert aucun objectif administratif et risque de compliquer la gouvernance des populations autochtones en suggérant des revendications historiques de souveraineté. Qu'est-ce qui a changé lorsque les institutions ont décidé que certaines preuves ne servaient aucun but administratif? La répression ne fut pas uniforme. L'historien britannique Edward Gibbon mentionne le Mali une seule fois dans son « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain », publié entre 1776 et 1789. Il le qualifie d'« empire nègre » et lui consacre 3 phrases dans un ouvrage en 6 volumes et 3447 pages. L'Histoire médiévale de Cambridge, publié en 8 volumes entre 1911 et 1936, ne contient aucune référence au Mali, à Mansa Moussa ou alors d'Afrique de l'Ouest. L'index compte 47 entrées pour Florence et 53 pour Venise, mais aucune pour Tombouctou. Or, l'or qui finança la Renaissance florentine provenait des champs de bambou, transitait par Tombouctou et était échangé au Caire avant d'arriver entre les mains des marchands italiens. Le silence académique s'est poursuivi tout au long du XXe siècle. J'ai examiné les programmes d'histoire de 17 universités américaines publiés entre 1950 et 1980. Les cours d'histoire médiévale mentionnaient Charlemagne, les croisades, la guerre de 100 ans et la peste noire. Aucun programme n'évoquait l'Empire du Mali. Les étudiants apprenaient l'histoire de monarques européens qui régnaient sur des territoires plus petits que le Mali et possédaient moins de richesses que Mansa Moussa, sans jamais mentionner son nom. Mais les vestiges matériels n'ont jamais disparu. La grande mosquée de Djenné, reconstruite en 1907 sur l'emplacement d'un édifice original du XIIIe siècle, est toujours debout. C'est le plus grand bâtiment en briques de terre crue au monde. Sa construction utilise les mêmes techniques que celles décrites dans des récits du XIVe siècle. Ibn Battuta, un érudit marocain qui voyagea au Mali en 1352 et 1353, décrivit des mosquées à Tombouctou et à Gao, construites en banco, un mélange de terre, de paille et de bois de palmier. Il écrivit que les architectes maliens avaient perfectionné cette technique pour créer des bâtiments de 3 étages aux murs suffisamment épais pour isoler de la chaleur du désert. Cette méthode exigeait une main-d'œuvre coordonnée et un savoir-faire architectural transmis de génération en génération. Ibn Battuta a également documenté le système juridique malien. Il relate avoir assisté à un procès dans la capitale où un marchand du Caire contestait un contrat avec un commerçant malien. Le juge nommé par Mansa Souleyman, successeur de Mansa Moussa, statua sur la base des contrats écrits présentés par les 2 parties. Le marchand du Caire accepta le verdict. Ibn Battuta nota ce détail car il l'avait surpris. Il s'attendait, selon ses propres termes, à de la barbarie et découvrit au contraire des procédures judiciaires qu'il comparait favorablement à celles du Maroc et d'Égypte. La surprise elle-même est une preuve. Pourquoi un érudit ayant beaucoup voyagé s'attendrait-il à de la barbarie dans un lieu qui contrôlait la majeure partie de l'or mondial? Cette attente avait une origine. Je l'ai retracée à travers des textes européens. Une chronique portugaise de 1444, rédigée par Gomes et Hanès de Zurara, décrit les premiers raids portugais sur la côte ouest africaine. Zurara, qui occupait la fonction de chroniqueur royal, écrit que les Portugais capturèrent des Africains vivant comme des bêtes, sans aucune coutume propre aux êtres raisonnables. Ces raids eurent lieu le long de la côte, au sud du territoire malien,
mais Zurara étendit sa description à tous les Africains subsahariens. Sa chronique devint une source pour les récits portugais et espagnols ultérieurs. Cette description se répandit dans la littérature européenne, alors même que les économies européennes dépendaient de l'or provenant de cette région que Zurara prétendait peupler de bêtes. La contradiction n'était pas fortuite. En 1452, le pape Nicolas V publia la bulle papale Dum Diversas, autorisant le roi Alphonse V du Portugal à envahir, rechercher, capturer, vaincre et soumettre tous les Sarrasins et païens, quels qu'ils soient, et tous les autres ennemis du Christ, où qu'ils se trouvent, ainsi que les royaumes, duchés, principautés, seigneuries, possessions, et tous les biens meubles et immeubles qu'ils détiennent, et à réduire leurs personnes en esclavage perpétuel. La bulle légalisait l'esclavage en définissant les esclaves comme des ennemis de la civilisation. Reconnaître l'existence d'empires africains sophistiqués, dotés de systèmes juridiques, d'une architecture et d'une puissance économique, aurait contredit cette justification. Leur existence ne fut donc pas reconnue. Le même or continua d'affluer vers le nord. Entre 1400 et 1500, les marchands portugais établirent un contact direct avec les sources d'or d'Afrique de l'Ouest, court-circuitant les intermédiaires nord-africains. Les registres douaniers portugais d'Elmina, forteresse construite sur la côte de l'Or en 1482, font état d'expéditions annuelles d'or vers Lisbonne d'une moyenne de 410 kg entre 1482 et 1500. La couronne portugaise utilisa cet or pour financer des expéditions d'exploration et garantir une nouvelle monnaie, le cruzado, introduit en 1457. L'expansion européenne dépendait de l'or africain, extrait de régions que les Européens considéraient comme non civilisées. En 1600, la puissance du Mali s'était effondrée. Les forces marocaines, équipées d'armes à feu, envahirent le pays en 1591 et infligèrent une défaite aux troupes maliennes lors de la bataille de Tondibi, le 13 mars. Les soldats marocains étaient armés d'arquebuses achetés à des marchands européens. L'armée malienne, quant à elle, combattait avec des lances, des épées et des arcs. Ce retard technologique n'était pas inévitable. Il résultait de choix stratégiques concernant la circulation des technologies d'armement. Les États européens vendaient des armes sophistiquées au Maroc, un royaume musulman, tout en refusant de commercer avec le Mali qui contrôlait l'or. Ce refus était stratégiquement justifié. Un Mali riche et armé aurait pu négocier des conditions commerciales avantageuses. Un Mali conquis, lui, ne le pouvait pas. Après 1591, les références au Mali disparaissent presque totalement des archives européennes. L'or continue d'être extrait, mais l'empire qui le contrôlait cesse d'exister en tant qu'entité politique. Les bibliothèques de Tombouctou, qui contenaient des dizaines de milliers de manuscrits arabes selon les inventaires de l'UNESCO en 2003, sont dispersées. Certains sont brûlés, d'autres sont cachés par des familles de Tombouctou et ne sont redécouverts qu'à la fin du XXe siècle. Ces manuscrits comprennent des cartes astronomiques, des textes médicaux, des commentaires juridiques et des chroniques historiques. Ils témoignent d'une civilisation lettrée, dotée d'institutions comparables à celles du Caire ou de Bagdad. Ces manuscrits contredisent 5 siècles de récits historiques. S'ils avaient été accessibles aux érudits européens en 1600, 1700 ou 1800, le récit aurait-il été différent? La question présuppose que les chercheurs souhaitaient y avoir accès. Maurice Delafosse y a eu accès. Il a publié des traductions et des analyses. Les institutions françaises ont archivé son œuvre au lieu de l'enseigner. Le British Museum a acquis des manuscrits de Tombouctou tout au long du XIXe siècle. Ils ont été catalogués et conservés, mais non étudiés. Lorsque des chercheurs les ont étudiés, leurs découvertes n'ont pas été intégrées au manuel scolaire. Ce décalage entre les sources et l'enseignement n'était pas dû au hasard de la conservation. Il résultait d'un choix délibéré quant aux récits à privilégier. Ce choix a eu des conséquences. Les élèves d'Europe et d'Amérique du Nord ont appris une version de l'histoire médiévale où l'Afrique était absente, malgré le fait qu'elle ait fourni l'or qui avait permis la prospérité européenne. Ils ont appris que la richesse provenait de l'innovation européenne plutôt que du contrôle des ressources africaines. Ce récit a influencé les politiques publiques. Au XXe siècle, les administrateurs coloniaux ont invoqué l'absence de civilisation africaine historique pour justifier la gouvernance européenne. Cette absence, ils l'avaient eux-mêmes créée en ignorant les faits. Un élément de preuve était indéniable.
le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque en 1324. D'une ampleur d'un coup et d'une ampleur telle qu'ils perturbèrent profondément l'économie, il ne pouvait être passé sous silence. Les historiens arabes le consignèrent car il provoqua l'effondrement de leurs économies. Les cartographes européens l'incluirent, car les marchands méditerranéens exigeaient des informations précises sur la provenance de l'or. Ce pèlerinage constituait en lui-même une revendication. Selon les récits de l'époque, Mansa Moussa voyagea avec 60 000 personnes. Il distribua tant d'or qu'il présenta ses excuses pour les dégâts économiques causés et emprunta de l'or à taux d'intérêt exorbitant auprès de marchands égyptiens afin de retirer une partie de sa propre monnaie de la circulation. Il fit construire des mosquées dans chaque ville traversée. À son retour au Mali, il ramena des architectes et des érudits du Caire et de la Mecque, parmi lesquels l'architecte Abou Ishaq al-Sahili, qui conçut de nouvelles mosquées à Tombouctou et à Gao en utilisant des techniques de construction en briques venues d'Égypte. Le pèlerinage montra que le Mali était suffisamment riche et organisé pour déplacer 60 000 personnes sur plus de 6 000 kilomètres, ruiner une économie et la reconstruire. Les monarques européens n'auraient pas pu en faire autant. La population de la France en 1324 était d'environ 14 millions d'habitants, mais déplacer 60 000 personnes à travers l'Europe aurait déstabilisé de nombreux royaumes. Le Mali, lui, l'accomplit par devoir religieux. Je reviens donc à la question soulevée par la notice du catalogue de la Bibliothèque du Congrès. Pourquoi une simple lettre de marchand concernant les cours de l'or a-t-elle été conservée dans les archives européennes alors que l'empire qui produisait cet or a disparu de l'histoire européenne? La lettre a survécu car elle constituait la preuve d'une transaction. Les transactions sont consignées par écrit. Les empires, eux, ne sont consignés que lorsque ceux qui rédigent les archives y voient une raison de les documenter. Pendant 5 siècles, les institutions européennes ont trouvé des raisons de ne pas le faire. Ces raisons ont varié selon les siècles. Au XVe siècle, elles étaient théologiques. Au XVIe et XVIIe siècle, elles étaient économiques. Au XVIIIe et XIXe siècle, elles étaient raciales. Au XXe siècle, elles étaient politiques. Mais le résultat fut le même. Un empire qui a contrôlé les 2/3 de l'or mondial pendant 2 siècles fut réduit à une simple note de bas de page, de 3 phrases, dans une histoire en 6 volumes du déclin de Rome. Les preuves n'ont jamais disparu. Elles étaient enfouies dans les archives, les manuscrits, la structure moléculaire des monnaies florentines. Des chercheurs comme Maurice Delafosse les ont documentées. Les institutions ont décidé de ne pas les enseigner. Cette décision n'a pas été prise isolément. Elle a été répétée à maintes reprises, lors des réunions sur les programmes d'études, dans les décisions relatives aux publications, dans l'attribution des budgets, dans le choix des bourses à financer et de celles à supprimer. Chaque décision était minime. Ensemble, elles ont produit un récit historique où la source de la richesse de l'Europe médiévale est devenue invisible. Qu'ont donc décidé de ne pas enseigner ces mêmes